Et bonjour tout le monde, vidéo récapitulative. Si vous voulez en fait aller plus loin, je vous laisserai dans la barre d'infos l'article du blog que j'ai écrit à cet effet et la vidéo complémentaire où je vais vraiment plus en profondeur. Mais là, je voulais refaire un petit tour de raison par rapport aux blessures de l'âme, aux 7 blessures de l'âme et quelles sont voilà les caractéristiques et surtout comment faire pour vous donner des, enfin voilà, je vous propose des pistes de réflexion pour vous aider à vous en libérer. Donc là, les blessures de l'âme, qu'est-ce que c'est? Alors, à la base, le concept, il y en a 5 de blessures de l'âme. C'est un concept qui a été mis au point par William Reich et 2 de ses élèves, John Periakos et Alexander Lowen. Et ensuite, si vous avez entendu probablement les blessures de l'âme, c'est peut-être parce que vous avez lu ou écouté le travail qu'a proposé plus tard Lise Bourbeau, qui s'est inspirée directement du coup de William Reich et de ses 2 élèves pour diffuser ce travail qui était inspiré des recherches qu'elle avait faites elle déjà en se basant sur voilà les personnes et les cliniciens et les psychologues qui en avaient déjà parlé avant elle. Donc les 5 blessures de l'âme, qu'est-ce que c'est? Ça part c'est une théorie, on pourrait dire, ou un concept qui part du postulat qu'on a des douleurs et des blessures qui sont créées à différentes, plutôt des blessures qui vont ensuite engendrer de la souffrance et qui sont créées à différentes étapes de notre vie et qui vont vraiment cibler différents points, si on parle aussi dans l'énergétique, différents points au niveau énergétique. Les 5 blessures principales, c'est le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice et l'humiliation. D'autres ajoutent, justement, c'est pour ça, moi je suis plus partisane des 7 blessures, donc d'en rajouter 2 supplémentaires, puisqu'en fait quand on étudie les chakras dans du coup les pratiques orientales avec ces fameux centres d'énergie dans le corps, je ferai probablement aussi une vidéo explicative si ce n'est pas encore fait que je mettrai en barre d'infos. Les chakras, il y en a 7 principaux. Pour moi, ça paraît logique qu'il y ait aussi, du coup, en lien avec ces centres d'énergie, 7 blessures qui sont à traiter. Donc, les 5 premières, on les a vues. Les 2 supplémentaires, c'est la blessure de maltraitance, certains l'appellent la blessure d'insécurité, et la blessure d'impuissance, qu'on appelle aussi, ou ce que moi j'ai préféré utiliser le terme de non-reconnaissance, qui est plus adapté, je trouve. Encore une fois, je n'ai pas de vérité universelle, tout le monde a sa façon de voir les choses, sa grille de lecture, prenez ce qui vous parle et laissez le reste. Donc moi, c'est que ce que j'ai développé à partir de ma propre expérience et de ma propre pratique avec mes clients. Donc par rapport aux blessures, les 7 blessures de l'âme, c'est quoi déjà ? Elle se manifeste, comme je vous le disais, à différentes étapes de la vie. Généralement, il y a vraiment un ordre. Vous allez voir quand je vais vous expliquer, il y a vraiment un ordre qui va vraiment jalonner en fait notre vie avec les expériences qui vont nous pousser d'une certaine manière à évoluer, à grandir. La première blessure la plus profonde, c'est la blessure de rejet, et ça peut même se passer intra-utérin, c'est-à-dire dans le ventre de la mère déjà à ce niveau-là. Par exemple, si déjà la conscience du fœtus du petit bébé qui est en train de grandir se sent consciemment ou inconsciemment rejeté, peut-être parce que la mère se sent pas prête à avoir un enfant, parce que la mère a essayé d'avorter d'un précédent enfant et du coup l'énergie est encore présente dans le ventre. Si au moment de la naissance l'enfant se sent pas accueilli et vraiment n'a pas été désiré, par exemple par les 2 parents, par exemple s'il sent l'enfant que le père ou que la mère, si c'est un couple homosexuel, la deuxième maman ou la deuxième personne n'est pas en fait n'est pas prête pour avoir un enfant ou a des réticences, et ben l'enfant va le ressentir. Donc qu'est-ce que ça veut dire et comment ça s'exprime dans la vie? Eh ben généralement ça fait des gens qui ont aussi physiquement, puisque quand on regarde les blessures de l'âme, notamment le travail de Lise Bourbeau, le corps va imprimer. En fait, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps et le corps va déjà être modelé par ces blessures que l'on subit, qui sont un peu comme des séparations, des coupures si vous voulez, d'avec soi-même et avec les autres, avec le monde extérieur. Donc la blessure de rejet se traduit par des gens plutôt grands, plutôt fins, qui ont peut-être parfois des troubles alimentaires de type anorexie, qui ont des petites voix fluettes, qui peuvent être très timides, qui ont du mal à se faire des amis et qui adorent être seuls. C'est un peu le profil de l'ermite ou de la personne qui à l'école n'avait peut-être pas un très grand groupe d'amis, n'était peut-être pas entre guillemets très populaire, très dans le monde. Et ce sont généralement des gens qui portent en eux, même s'ils n'arrivent pas forcément à le conscientiser, le sentiment qu'ils n'ont pas le droit d'exister. Donc en gros, ça fait des adultes qui cherchent complètement leur place dans le monde.
Donc là, évidemment, c'est en s'ouvrant à l'amour de soi et en consolidant l'amour de soi. J'ai fait une vidéo, un podcast sur la confiance de la pyramide que vous pouvez retrouver sur l'eau du feu transformation, où je parle justement de cette pyramide et à la base, c'est l'amour de soi. Donc pour les personnes qui souffrent de la blessure du rejet, le travail numéro 1 à entamer, c'est commencer à apprendre, à réapprendre à s'aimer tel qu'on est en fait. La deuxième blessure, c'est la blessure d'abandon. La blessure d'abandon, elle va se passer entre 0 et 1 an. C'est le moment où l'enfant, en fait, va se sentir seul, va comprendre qu'il n'est pas en fusion avec sa mère et que, quelque part, il doit aussi apprendre à se construire tout seul à un âge où il n'est pas encore vraiment autonome. Donc, il apprend aussi à interagir émotionnellement et relationnellement avec les autres. Et du coup, par exemple, ça peut se traduire par quand on a laissé le bébé trop longtemps tout seul pleurer dans son landau, ça peut déclencher cette peur de l'abandon, cette blessure de l'abandon. Après, dans les cas un peu plus tragiques, c'est si l'enfant a été mis, par exemple, posé à la DAS, forcément, cette blessure va être extrêmement, en fait, ancrée dans le corps, puisqu'on a littéralement été abandonné par ses parents peut-être biologiques. Donc là, les critères qui vont nous faire voir si on est dans des blessures abandonniques, de l'ordre des blessures abandonniques, c'est que on a toujours besoin de s'entourer. Ce sont généralement des gens qui souffrent de la blessure d'abandon qui n'arrivent pas à être tout seuls. Ils ont toujours besoin d'avoir des gens autour d'eux, d'être relationnellement très entourés et d'avoir vraiment un cercle social qui est un peu parfois même comme une deuxième famille, où ça peut être des gens qui sont extrêmement famille et qui sont extrêmement clan, valeurs familiales. Ça peut être des gens qui ont tendance, à contrario la blessure du rejet, des gens un peu boulimiques sous toutes les formes, boulimiques de tout dans la vie, à vouloir un peu en fait brûler la chandelle par les deux bouts. Ça peut être des gens qui ont l'air très costauds physiquement, peut-être même un peu en surpoids avec un certain embonpoint. Ce sont des gens qui sont assez matérialistes, qui aiment bien avoir des choses, qui aiment bien aussi contrôler les gens et qui ont inconsciemment, mais généralement ils le sentent en eux, c'est comme s'ils sentaient qu'ils avaient besoin de remplir un manque dans leur vie, un manque existentiel où il faut en fait remplir la présence du parent qui a manqué ou des parents qui ont manqué. Donc il va essayer de compenser par l'alcool, les excès en tout genre, la drogue, le sexe, tout ce que vous pouvez penser, imaginer, pour combler le vide intérieur. Donc là, comment guérir ça, c'est déjà se rendre compte que finalement on est complet en soi et il y a vraiment une notion de réapprendre à faire confiance à la vie finalement, et ça c'est vraiment tout un déroulé, un parcours, que de réapprendre à faire confiance à la vie et aux autres en fait, et à pouvoir se mettre en lien aux autres sans forcément être dans une optique de consommer, de consommation. Pour les troisième blessure d'humiliation. Alors ça se passe aussi entre un petit peu plus après, entre 1 et 2 ans. Alors ça, l'humiliation, ça coule de sens. Je pense que c'est la blessure qui est la plus commise et la plus connue, parce qu'on va tous plus ou moins y passer. C'est en fait, ça peut être aussi lié à des expériences, aux parents, à l'éducation, à l'école. Ça peut vraiment être tout un tas de choses. Mais c'est souvent cette notion de quand les parents ont beaucoup d'attentes sur leurs enfants, ça va leur mettre une pression aux enfants en fait. Donc c'est des gens qui après en grandissant forcément ça va se traduire par des gens qui soit ont un complexe d'infériorité ou de supériorité, mais qui cachent toujours un sentiment d'être pas à la hauteur en fait, de pas être assez bien, d'être nul, de juger aussi parfois les autres qui sont aussi nuls, que tout est médiocre, que le monde va mal. Généralement ceux qui ont la blessure d'humiliation, ça va être ceux qui peuvent être un peu rigides, voire psychorigides, qui vont critiquer tout le monde, qui ont une grande connaissance, une bonne éloquence, qui parlent bien, qui généralement ont un savoir-vivre, un savoir-faire et sont assez cultivés, mais c'est juste un palliatif, une béquille pour couvrir cette blessure d'humiliation où on se sent jamais à la hauteur et jamais assez bien en fait, jamais assez bien intégré, jamais assez bien rémunéré, jamais assez bien reconnu pour ses potentiels. Il y a toujours un truc où c'est jamais assez. Il y a un peu la fibre perfectionniste ici avec ceux qui souffrent de la blessure d'humiliation. Pour la blessure de trahison, ça se passe entre 2 et 3 ans. Ah, j'ai oublié pour la blessure d'avant, donc d'humiliation, comment on traite ça? Tout simplement en remettant de l'équilibre entre ce que l'on perçoit de soi-même et ce que l'on donne à montrer aux autres, et de juger en fait moins durement les autres. C'est de faire preuve d'énormément d'autocompassion et de s'accepter tel que l'on est en fait. Et ça fait partie de la pyramide, du bas de la pyramide, avec l'amour de soi, de la confiance. Mais il y a vraiment une notion d'accepter d'être plus indulgent aussi avec soi-même et avec les autres.
La trahison, ça c'est entre 2 et 3 ans. Alors ça, c'est évidemment en lien avec ce que on parle en psychologie du complexe d'Oedipe. Personnellement, plus j'étudie ça, moins je me rends compte que j'adhère à cette théorie. Hein. Donc et ça sera pour c'est un autre débat. Mais en gros, c'est là, à cette période-là, c'est là où l'enfant en fait va apprendre à se construire relationnellement et à interagir avec d'autres enfants aussi. Peut-être, c'est là que généralement, je crois que vers 2-3 ans, je sais pas si c'est déjà la maternelle où on commence à préparer l'enfant à ça, au fait qu'il il va être mis en lien avec d'autres gens de son âge, enfin d'autres enfants et bébés de son âge. Donc là, la trahison, c'est comme l'humiliation, c'est quand les parents nous font croire que le Père Noël et puis que le Père Noël existe et puis en fait qu'on se rend compte qu'il n'existe pas. Ce sont ces choses de cet ordre-là où on se rend compte qu'en fait, c'est là aussi où on prend conscience de la notion de mensonge et de mentir et que parfois tout le monde ne dit pas la vérité. Donc à l'âge adulte, ça se traduit par des gens qui auront très peur d'être trahis, donc deviendront peut-être un peu paranoïaques, auront des difficultés à aimer, à montrer des preuves d'amour et vont tout le temps se brider. Quand ils auront des élans pour faire quelque chose, ils vont avoir tendance à se filtrer, à se brider et ils vont toujours être aussi dans l'attente du coup bas qui va tomber et où est-ce qu'il va tomber. Ça peut faire aussi des gens qui sont finalement assez sceptiques dans la vie, assez pessimistes parce qu'ils préfèrent voir le pire ou s'attendre à rien que d'être déçus en fait. Donc là, comment on guérit ça? En acceptant de déléguer. En fait, en s'autorisant à faire confiance à des gens et à laisser le droit à l'autre de se tromper aussi pour guérir et guérir en fait ensemble communément. Je dirais que la blessure de trahison est vraiment quelque chose qui va se travailler au contact de l'autre parce que c'est généralement au contact de l'autre qu'on l'a créé cette blessure. L'autre blessure, je sais plus à combien j'en suis. Je crois on est à 5. C'est l'injustice. Ça se passe entre 3 et 4 ans. Donc ça, injustice, c'est pareil. Hein. C'est quand on vit, c'est des blessures. Ça, plus on monte, plus ce sont des blessures qui sont en lien avec l'autre. Hein. Donc là, évidemment, ce sont des gens à l'âge adulte qui ne vont pas supporter l'injustice, qui vont se donner corps et âme. Ça va être un peu les sauveurs. Ils auront peut-être le syndrome du sauveur. Ce sont des gens qui sont généralement dans une empathie et dans une forme de révolte aussi. Ça peut être des gens qui sont assez en colère de tout, qui supportent pas la misère du monde, qui vont essayer de vouloir sauver et colmater en fait leur environnement, de vouloir aider les proches même si les proches n'ont rien demandé. C'est un peu ce que j'appelle le syndrome du Saint-Bernard, à vouloir un peu sauver tout le monde. Donc adulte, ça devient des gens qui veulent sauver la planète, donc ça a des super côtés, mais dans les mauvais côtés, c'est que c'est des gens qui veulent sauver et aider des gens qui n'auront rien demandé, ou ils vont être un petit peu aussi, parfois, c'est des personnes qui peuvent être très engagées dans des causes et qui peuvent être un petit peu finalement, pas condescendants, mais très... à faire culpabiliser tout le monde en fait. C'est des gens qui peuvent être invivables quand c'est vraiment poussé à l'extrême parce que tu vas sortir une bouteille d'eau de ton sac, ils vont dire ah mais attends, l'eau, tu sais que l'eau là on est en pénurie, puis en plus le plastique ça va polluer la planète et ça va tuer les petits dauphins. Enfin voilà, c'est des gens qui vont partir dans des espèces de dialogues comme ça et t'as juste envie de leur dire mais ta gueule quoi. Alors, je suis désolée pour ceux qui souffrent de la blessure d'injustice, mais j'en fais partie aussi. Mais je parle d'expérience, c'est-à-dire j'ai été ça. Non mais attends, faut pas manger de viande. Non mais attends. Et en fait, des fois, je me suis rendu compte en côtoyant des gens qui étaient comme ça, quand c'est poussé à un extrême, on devient intransigeant avec les autres et on ne respecte pas que l'autre puisse penser différemment de nous et on devient des petits dictateurs et tout ce qu'on a envie de leur dire à ces gens, même moi à la moi du passé, mais c'est ferme ta gueule quoi. Donc c'est des gens qui peuvent être très engagés. On peut voir à quel point c'est touchant. On voit qu'ils sont très sincères dans leur démarche, mais ils peuvent être vraiment insupportables pour l'entourage qui justement peut-être mange de la viande, peut-être achète des produits qui ne sont pas bio et pas local. Vous voyez, c'est des choses où ça se travaille encore une fois. C'est comment arriver à concilier les différences de chacun pour trouver un juste équilibre. Donc là, la solution, c'est pour guérir la blessure d'injustice, c'est d'accepter qu'à la base, qui a dit que ça devait être juste? Parce qu'on revient vraiment à aussi des programmations et on va dire un background socio-culturel qui nous fait être vraiment dans une forme de culpabilité et de sentiment d'injustice permanent. Donc il y a peut-être à travailler quelque chose par rapport au moral, à sa morale, à ses convictions religieuses et personnelles et à comprendre que le monde n'est ni tout blanc ni tout noir en fait, que c'est pas manichéen, qu'il faut trouver l'équilibre, le point de rencontre, le point zéro si vous voulez quoi.
La blessure de non-reconnaissance, la 6e. Alors ça, c'est quand l'enfant il n'a pas pu exprimer. Celle-là, c'est la plus tragique parce qu'en fait, c'est quand l'enfant, alors là, tout dépend de l'âge, mais généralement, c'est entre quoi, 7, 8, 10 ans. C'est quand l'enfant n'a pas réussi à exprimer ou n'a pas pu exprimer ses talents et n'a pas pu faire ce qui l'aimait, ce qui vraiment, quand on l'a brisé dans ses aspirations et qu'on n'a pas su l'écouter et qu'on n'a pas su écouter ses goûts, qu'on lui a imposé des choses, ça va être des enfants qui généralement en fait, soit se ferment et s'éteignent complètement et disent à l'âge adulte ne pas avoir de passion, n'être passionné par rien, n'aimer rien. Ça peut faire des gens qui peuvent être assez mous aussi, un peu lents, un peu mous, un peu débonnaires. Ou sinon l'opposé, ça fait des suradaptés qui généralement pour moi la blessure de non-reconnaissance c'est la blessure, la fêlure primordiale qui va créer des surdoués, des hauts potentiels. Pour moi c'est la blessure de non-reconnaissance en lien avec le chakra du 3e œil. C'est comme je ne peux pas être perçu pour qui je suis, comme je suis, je vais m'adapter. Je vais me suradapter. Donc ce sont des gens qui vont avoir soit justement développer leurs compétences au max du max, vouloir à l'excellence et vraiment se définir par ce qu'ils font dans la vie et vont prêter beaucoup d'importance aux apparences, non pas parce qu'ils sont superficiels, mais parce qu'ils ont appris que c'était le seul moyen d'être valorisés par leurs proches et par la société. Donc c'est des gens qui vivent un peu à côté de leur vie. Généralement il y a un petit burn-out ou une petite dépression ou deux et ça va les remettre dans le droit chemin et ils vont reconnecter avec le pouvoir de leur enfant intérieur, de leur énergie éternelle, en gros de leur âme si vous voulez, et qui vont vraiment partir après sur leur voie et qui ont généralement des vies, des carrières et des chemins de vie très spécifiques, qui généralement d'ailleurs aident le collectif. Et la dernière, c'est la blessure de maltraitance, qui est évidemment, là c'est évident, c'est la blessure de maltraitance, c'est qu'on a été abusé physiquement, psychiquement, sexuellement ou moralement ou verbalement étant enfant, et même après, où ça perdure à l'âge adulte et on répète les cycles d'abus parce qu'on a appris que c'était normal. Et c'est aussi, déjà c'est manquer de respect envers l'enfant, c'est aussi lui retirer son identité propre en l'avilissant, et dans la vie ça va se traduire par des gens qui ne supportent pas la violence ou et qui vont vouloir la paix sociale à tout prix, des gens qui vont avoir tendance à s'isoler, au contraire des gens qui vont rejouer la blessure en étant dans des situations où ils vont se faire maltraiter et abuser d'une manière ou d'une autre. Donc là c'est en travaillant petit à petit comment faire pour... Alors la blessure de maltraitance c'est la plus, on va dire, complexe parce que en fonction de d'où sont arrivés les traumas et à quel âge, j'ai envie de vous dire que si vous avez subi des abus de tout genre, verbal, sexuel, physique, étant enfant ou adulte, allez en thérapie. La sophroanalyse, c'est une très bonne modalité thérapeutique qui va vraiment aller vous plonger dans le corps et vous permettre de vous libérer de ces traumas. L'EFT, c'est très bien. Et il y a plein d'autres techniques probablement qui vous parleront, mais là, il faut vraiment traiter le problème parce que là, les traumas sont engrammés dans le corps. Peut-être la kinésiologie, ça peut être pas mal. Mais en gros, là, vraiment, la blessure de maltraitance, c'est comme un oignon, c'est enlever toutes les couches de protection et finalement de réponse automatique à des traumatismes qu'il faut désactiver et libérer en fait. Donc il faut là pareil, il faut se faire accompagner pour renforcer l'estime de soi, retrouver sa dignité, son autonomie émotionnelle et physique et vraiment s'autoriser à renaître à soi-même vraiment. Voilà, bah écoutez, si vous voulez aller plus loin, je propose évidemment des accompagnements, des protocoles pour pouvoir vous libérer des blessures de l'âme. Tout est disponible sur mon site web et vous pouvez me rejoindre également sur Patreon si vous voulez profiter de soins audio mensuels où je vais travailler aussi avec une approche vibratoire. N'hésitez pas à liker, à partager si vous pensez que ça peut servir à d'autres personnes. Toutes les ressources seront juste en dessous dans la barre d'information et je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos ici ou ailleurs.